Alors, vous récoltez les dividendes de nos engagements ou pas ? Il ne tient qu'à nous, que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Bon, il y a eu ce discours de Macron mercredi, mais vous trouvez pas que globalement on parle beaucoup de guerre en ce moment ? En juin dernier déjà, l'ex-ministre allemand de la Défense Boris Pistorius affirmait qu'il fallait être prêt pour un conflit avec la Russie dans les années qui viennent. Die Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt zu. Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Les Polonais aussi se préparent à cette éventualité. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, ils renforcent leur armée, mais aussi leurs frontières, comme le relate ce reportage de France Info daté du 19 février dernier. Alignés sur 80 km, des blocs de béton de 3 tonnes, les dents de dragon. Depuis un an, la Pologne érige son bouclier oriental, une série de lignes de défense à sa frontière avec la Russie. Mais c'est surtout l'humiliation publique de Zelensky par Trump, très médiatisée le 28 février dernier, qui a fait office d'électrochoc. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Le 4 mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un énorme plan pour renforcer la défense européenne. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. 800 milliards d'euros quand même. J'ai vérifié, c'est supérieur au budget parc et jardin de la commune de Rumilly en Haute-Savoie. Non, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est supérieur. Mais alors, que va-t-il se passer ? Faut-il s'inquiéter ? Est-ce qu'il va y avoir une guerre ? Malheureusement, j'ai pas la réponse à ces questions dans CDDM, mais on va quand même essayer d'y voir plus clair. En novembre dernier, dans un précédent numéro, je disais qu'en gros, on ne pourrait pas totalement prévoir quelle serait la politique de Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Mais malgré tout, on peut pas prédire exactement quelle sera la politique états-unienne sur cette question ukrainienne. Tous les républicains ne sont pas d'accord avec Vance. Et c'est précisément ça qui inquiète les Européens à propos de l'administration Trump. C'est ce côté imprévisible et la situation d'incertitude qui en découle. Ce pull orange fluo m'a valu multiples moqueries et colibets chez Blast. Mais c'est pas grave, abonnez-vous quand même. Je disais qu'on ne pourrait pas prédire parce que oui, on n'est pas médium, on peut pas dire avec certitude ce qui se passera, surtout quand il s'agit de relations internationales. Mais maintenant, les choses sont un peu plus claires. On a donc eu l'hallucinante entrevue entre Trump et Zelensky. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Et quelques jours plus tard, le 3 mars, on a eu cette annonce selon laquelle les États-Unis suspendent leur aide militaire à l'Ukraine. Une déclaration en forme de chantage selon CNN. Selon plusieurs responsables, Trump et ses principaux conseillers cherchent à obtenir un mea culpa de la part de Zelensky, potentiellement sous la forme d'excuses publiques, avant d'obtenir un accord sur les minéraux de terres rares ukrainiennes. La décision de suspendre l'aide a été prise plus tard, lundi, a déclaré une source, et fait partie d'une stratégie de pression sur l'Ukraine. Et la pression, elle a fonctionné. Mardi 11 mars, les États-Unis et les Ukrainiens ont annoncé une proposition de cessez-le-feu qui a été soumise à la Russie. L'aide financière et le partage de renseignements avec Kiev, qui avait été interrompu par Washington après la rencontre catastrophique entre Trump et Zelensky, ont immédiatement repris. Alors, circuler, y a rien à voir ? Pas vraiment. Déjà, ce deal implique forcément des contreparties pour Trump, qui lorgnait sur des ressources comme les terres rares ukrainiennes. Ensuite, l'accord de cessez-le-feu n'a pas encore été accepté par la Russie. Sur BFM TV, l'ambassadeur russe en France rappelait les positions de Moscou pour la signature d'un deal. Il s'agit d'avoir un accord qui soit déjà basé sur les accords russo-ukrainiens en date d'avril 2022, qui prévoyait, première chose, non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, deuxième chose, non-déploiement des troupes de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, troisième point, renoncement à toute manœuvre et exercice de l'OTAN sur le territoire ukrainien, et aussi un nombre de questions relatives à la dite démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Il n'est pas certain que l'Ukraine accepte un accord sans garantie pour sa sécurité et sans présence militaire sur son sol, au risque de replonger dans la guerre à court ou moyen terme. Une hypothèse renforcée par les déclarations il y a quelques jours de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui refuse la présence de la moindre force de maintien de la paix sur le sol ukrainien. Selon le chef de la diplomatie russe, Moscou considérera la présence de ses troupes sur le territoire ukrainien de la même manière qu'elle considérerait la présence potentielle de l'OTAN en Ukraine, comprendre de façon résolument hostile, dans la mesure où, comme l'a dit M. Lavrov, quel que soit le drapeau de ses contingents, il s'agira toujours de troupes de l'OTAN.
Par ailleurs, plusieurs spécialistes de la Russie, interrogés par Justine Brabant pour Mediapart, semblent s'accorder pour dire que Poutine n'a pas abandonné ses idées de mise au pas de l'Ukraine. En dépit de ce qu'il peut dire sur sa volonté de négocier, Vladimir Poutine n'est pas prêt à baisser les armes car il n'a pas atteint son objectif, contrôler le destin politique de sa voisine et contribuer à y installer un régime ami de Moscou. Est-ce que les États-Unis se tiendront du côté de l'Ukraine à ce moment-là ? Rien n'est moins sûr. Mercredi 12 mars, la CIA a repris contact avec les renseignements extérieurs russes, semblant acter, malgré la proposition de cessez-le-feu, une reprise des relations entre les deux pays. Ce rapprochement russo-américain, il n'est pas si surprenant quand on connaît Trump, mais il s'est quand même fait de façon extrêmement rapide et brutale. Une divergence politique et même une attaque politique de la part de la plus grande puissance de l'Alliance contre les autres membres de l'Alliance et donc contre le modèle de démocratie libérale de la part d'une puissance qui elle-même est sur une pente autoritaire, voire fascisante sur certains aspects. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un nouvel ordre mondial ? En tout cas, le 24 février dernier à l'ONU, il y a eu le vote d'une résolution condamnant l'invasion russe et appelant à la paix en Ukraine. La résolution a été adoptée avec 93 voix pour, 73 abstentions et 8 votes contre. Parmi les pays qui s'y sont opposés, on trouve essentiellement la Corée du Nord, les trois juntes du Sahel, le Burkina, le Niger et le Mali, la Hongrie, Israël, la Russie et donc les États-Unis. Vraiment une coalition assez cauchemardesque. Et donc face à tout ça, face à cette internationale fasciste russo-états-unienne et à la menace d'une extension des guerres sur le continent inédite depuis la guerre froide, qu'ont décidé les Européens ? De faire un sommet à Londres. Et ils ont réussi à pas être trop d'accord à la sortie. Oui, le flop est à son prime, comme on dit sur TikTok. Comme l'écrit Justine Brabant dans Mediapart, lors de ce sommet, les dirigeants de plusieurs États européens ont assuré l'Ukraine de leur soutien, mais sans parvenir à acter qu'il faudrait désormais compter sans les États-Unis. La dirigeante italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, a affirmé qu'il fallait rester allié aux États-Unis pour ne pas diviser l'Occident, quand le Premier ministre britannique, le social-libéral Keir Starmer, assurait que les USA étaient un allié fiable et important. Macron lui-même ne semblait pas certain de cette rupture dans son discours. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Ça se voit qu'on n'a pas trop l'habitude de se faire trahir par les États-Unis. Il y a des gens dans le monde arabe ou en Amérique du Sud qui doivent bien se marrer en voyant tout ça. First time. Parce que pendant que les Européens disent que Trump est toujours notre allié, le président des États-Unis, de son côté, a affirmé que l'UE avait été créée pour emmerder les États-Unis et a menacé les Européens de droits de douane à 25%. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, Macron est là, il va empêcher Trump de faire ça. Il l'a dit à Fox News. Come on, you cannot have a trade war with China and Europe at the same time. I hope I convince him, but it's very important for you to understand that, all in all, the transatlantic relation is at a very important moment, and the top priority is to work together very closely to have a good, solid and sustainable peace. Mais est-ce que cet espoir de continuer à arrondir les angles avec Washington est encore crédible ? J'aurais tendance à dire non pour deux raisons. Déjà, premièrement, la proximité de Trump avec la Russie. Le journaliste Régis Janté, qui a enquêté sur les liens entre Trump et Moscou, explique dans une interview à Marianne que ces relations sont très anciennes, le KGB l'ayant repéré dès les années 70. Il ajoute que les liens de Trump avec la Russie se sont aussi faits par l'intermédiaire de la mafia. Il l'aide dans ses projets immobiliers, en particulier pour la célèbre Trump Tower, et blanchissent de l'argent dans ses casinos. Certains lui filent un coup de main lorsqu'il est au bord de la faillite. Ces mafieux n'agissent pas forcément dans l'intérêt de l'État soviétique, mais aussi dans leurs propres intérêts. Mais on se rend aussi compte que des gens très haut placés dans la mafia sont en contact avec des gens très importants dans la hiérarchie des services de sécurité soviétiques puis russes. Ça, cette collusion, on l'avait déjà vérifié en 2016, avec la première élection de Trump et les ingérences russes dans la campagne états-unienne que Trump lui-même avait reconnues. J'aimerais clarifier quelque chose au cas où ce n'était pas... Dans une phrase clé de mes propos, j'ai dit « serait » au lieu de « ne serait pas ». La phrase aurait dû être « je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie ». Je répète, j'ai dit « serait » au lieu de « ne serait pas ». J'ai une confiance totale dans nos agences de renseignement. Oups, quelqu'un a éteint la lumière. Ça doit être les agences de renseignement. Mais la deuxième raison pour laquelle Trump ne restera probablement pas du côté des Européens, c'est aussi parce que les États-Unis, dans leur politique internationale, ils se détachent de l'UE depuis des années. C'est en tout cas ce qu'explique dans un entretien au site Grand Continent Louis Gauthier, directeur de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains de Paris 1, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale entre 2014 et 2018. Depuis la présidence Obama, il est clair que les priorités stratégiques des États-Unis s'affirment en Asie-Pacifique. Seul le conflit ukrainien et la mise en jeu de la sécurité d'Israël sont venus interrompre en 2022 et 2023 un mouvement de désengagement américain hors d'Europe et du Moyen-Orient. Les États-Unis, qui, au cours de cette période, étaient intervenus militairement plus souvent qu'à leur tour et avaient dispersé leurs efforts sur de multiples théâtres d'opérations,
voulait se reconcentrer sur des enjeux qui les projetaient dans une ère nouvelle, où l'unique compétiteur stratégique à prendre en considération était la Chine. Donc, selon cette analyse, le désengagement états-unien était certes brutal, mais il était inévitable sur le long terme, élection de Trump ou pas. Et donc on en est rendu là avec une classe politique qui va jusqu'à parler d'économie de guerre, puisque forcément c'est une question qui va se poser si les États-Unis retirent les 100 000 militaires stationnés en Europe. Et c'est une question qui va encore plus se poser s'ils se retirent de l'OTAN, comme l'a suggéré Elon Musk sur son réseau social X. Alors comme disait Lénine, que faire ? L'augmentation des dépenses militaires semble déjà pour certains une opportunité pour mener une politique ultralibérale, comme Nicolas Bouzou le disait sur Twitter, ou comme le préconisait le patron de BPI France sur France Culture. La retraite, c'est deux choses. C'est un moment de loisir entre 62, mettons, et 75 ans. Le grand loisir de la soi-disant vraie vie. Après la soi-disant vie difficile du travail. Moi, je suis très en désaccord avec cette vision des choses, mais enfin, c'est malheureusement très partagé. Et puis ensuite, il y a la vieillesse. Bon. Et donc, la France a décidé de consacrer à la perte de loisirs, de ces faux vieux qui sont en fait des vrais jeunes, qui ont 62, 65, 66, 70 ans, qui sont en fait jeunes, beaucoup plus d'argent que les autres pays européens. Et ça, on ne peut plus se le payer. Cet argent-là, il va falloir le mettre dans la défense. Alors que bon, c'est pas une fatalité. Le Front populaire, ils ont augmenté les dépenses militaires de la France, et en même temps, ils ont fait du social. Je me demande comment ils ont fait. En taxant les riches, peut-être ? C'est marrant, la solution, ça semble toujours être de taxer les riches. Mais bon, je vous apprends rien si je vous dis que Macron, c'est pas le Front populaire. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui sont le Front populaire, d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après plus de 80 ans de Pax Americana, les Européens vont devoir apprendre à faire sans les États-Unis. Enfin non, c'est pas la conclusion. Parce que ça, c'est si l'Europe arrive à sortir de sa dépendance commerciale aux armements américains. Le problème de l'industrie de défense française, c'est que c'est l'industrie de défense la plus profonde, la plus puissante d'Europe. Simplement, elle est une goutte d'eau dans un océan bleu de matériel américain en Europe. Parce que, voilà, et c'est ça qui va pas. Quand il s'est agi pour les Allemands d'acheter un dôme de fer comme en Israël, ils auraient tout à fait pu l'acheter à Thales et à Leonardo. Ils ont choisi un consortium israélo-américain. En mars 2024, l'Institut de Stockholm pour la paix relevait que 55% des armements achetés en Europe entre 2019 et 2023 venaient des États-Unis. C'est un chiffre que j'avais déjà cité dans le précédent CDDM. Vous savez, le pull fluo, là. On est dans la couleur, ma chérie. Comme l'écrit Hélène Richard dans Le Monde diplomatique, cette dépendance risque de faire peser un poids supplémentaire sur l'Union européenne. Washington exigeait d'eux le partage du fardeau du financement de l'Alliance. Le voilà double. Payer la reconstruction de l'Ukraine, que la Russie laisse désormais volontiers à l'Union européenne, tout en assumant leur propre sécurité. L'addition paraît tout simplement hors de portée des budgets européens et augure de division. Et encore, la défense, la question de la défense, ce n'est qu'un tout petit bout de la dépendance européenne aux États-Unis. On pourrait aussi évoquer la dépendance énergétique, la dépendance numérique. Vous regardez probablement cette vidéo sur YouTube. Bonjour à la communauté de Peertube cependant. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'ai aussi d'autres sources intéressantes que j'ai pas pu citer qui seront dans la description de la vidéo, notamment une longue analyse sur la capacité et la volonté ou non de la Russie de poursuivre la guerre et un autre article sur l'augmentation de nos importations de gaz liquéfié russe. Oui, maintenant il y a des DLC dans les épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain. Même si c'est déprimant quand même.